cloches. Ouais, ben, c'est les cloches. Et là, la deuxième plongée, tu me proposes quoi? Aujourd'hui, on va faire du Iron Garden. Ça, c'est un épave à base de bateaux vapeur de 1906. Désolé de paraître mal élevé, mais le son est vraiment insupportable à cause du vent. Donc je vous reprends en voix off et je vais donc vous expliquer ce qu'il me raconte. Tout d'abord, nous allons passer la deuxième plongée sur le site de Iron Garden. C'est une plongée assez peu profonde, sur une quinzaine de mètres, dont l'intérêt principal sera de se rendre à l'intérieur de ce récif par un petit corridor dans un lagon intérieur qui sera habité par une multitude de poissons clowns. Nous observerons également les restes d'une vieille épave, apparemment un navire à vapeur de 1906 se serait échoué ici, mais malheureusement nous ne connaîtrons absolument rien de l'histoire de ce navire car notre guide nous expliquait que ce n'est pas du tout dans la philosophie ni dans la mentalité des Égyptiens de faire des recherches historiques ni archéologiques sur ce type de drame maritime. L'épave, elle se trouve vers où à peu près? Ah, à l'opposé en fait? À l'opposé un peu, ouais, parce que ça c'est au nord et on restait toujours au sud parce que ça c'est protégé des... Ouais, en fait, il est descendu du sud au nord avec le courant dominant et il s'est pétardé sur le corail. Normalement, c'est toutes des épaves qui sont assez C'est classique. S'il y a des vagues, il faut bien qu'il y ait de nord. D'accord, vague. Allez, c'est parti pour la deuxième plongée. Plus qu'à mettre le matériel. Et on va voir cette petite épave. Je suis très impatient de la voir. Dès les premières secondes d'immersion, je me rends compte immédiatement que quelque chose ne va pas avec le briefing que nous avions passé précédemment. Je remarque que nous nous trouvons directement à la fin de la plongée que nous devions faire. Cette structure horizontale est en fait un mât d'une épave complètement digérée et intégrée au récif. En observant ce chaos de ferraille qui se trouve devant moi, cet amas de tôle et cet enchevêtrement de parties de navires disloquées, nul doute que nous nous trouvons bien actuellement sur l'épave que nous devions découvrir en fin de plongée. Olivier vient également de comprendre que le profil de plongée vient d'être remanié. Pour sa part, il décide d'explorer la partie de la piscine d'une surface approchant les 200 mètres carrés. Elle est entourée de véritables murs de corail. Cette clairière sous-marine, disposée sur un fond de sable corallien, est parsemée par quelques petites patates de corail abritant des familles de poissons clowns se réfugiant dans leurs anémones. Vu que la surface d'exploration du site reste relativement petite, je vais me concentrer pour ce début de plongée sur l'épave et ensuite je prendrai la place des plongeurs qui sont actuellement en train d'observer les poissons clowns et ceux-ci prendront ma place sur la partie de l'épave. J'entame ainsi mon exploration sur cette épave. Pour une raison qui nous est encore inconnue, ce magnifique cargo d'une belle taille s'est fracassé sur cet îlot corallien au large des côtes égyptiennes en 1906. Les cartes marines de l'époque faisaient déjà mention de ce type de récif piégeux. Malgré tout, l'accident aura quand même lieu et cela fait déjà 120 ans que cette épave repose au fond de la mer Rouge et je suis toujours impressionné par la capacité qu'a le corail à intégrer avec elle et à l'intérieur du récif cet ancien monstre d'acier pour ne faire désormais plus qu'un de nos jours. Bref, voici un très beau terrain de jeu pour des archéologues sous-marins en identification et en recherche historique concernant l'histoire à exhumer de
de ce drame oublié. Le mystère sur notre position actuelle tient du fait d'une erreur de traduction qui concerne le guide et notre pilote de Zodiac. Les deux se sont mal compris sur l'endroit où nous déposer face à la problématique de la houle et du vent qui n'ont eu de cesse que de monter en intensité au cours de cette fin de matinée. Le pilote a préféré, pour plus de sécurité, mais aussi afin d'éviter qu'un client ne se blesse contre le coraillant en traversant les passages étroits à travers le platier, qui ceux-ci d'ailleurs sont souvent proches de la surface et donc soumis à la houle. Son choix fut donc beaucoup plus simple de nous amener directement en Zodiac à l'aplomb de la piscine pour nous immerger ici. Malheureusement, cette pratique a eu une conséquence directe sur notre plongée car elle a quasiment amputé celle-ci des 3/4 de la promenade qui était prévue initialement. Alors je serai franc avec vous, nous sommes à la 5e plongée du séjour sur un rythme assez soutenu et la fatigue se faisant ressentir, je n'ai pas du tout été déçu de faire une plongée statique sous le bateau à observer les poissons clowns et l'épave sur une surface très réduite. Cela arrivait à point nommé pour reposer nos organismes. Néanmoins, je remarquais également que cela ne perturbera absolument pas le moins du monde notre guide qui ne s'est pas du tout posé la question de réorganiser notre plongée ni de nous trouver un parcours palliatif. Il faut savoir qu'en Égypte, la plupart des plongées se font obligatoirement avec un guide et les plongées libres et autonomes sont ici très rares. Ainsi, pour en tirer un maximum de rentabilité de la part des centres de plongée, chaque parcours a été étudié et minuté bien en amont. Et ceux-ci ont été choisis sur différents critères tels que la difficulté, le courant, les risques et les centres d'intérêt que l'on peut proposer aux clients. Tout cela, bien entendu, ne laissant que très peu de marge de manœuvre aux guides en y rajoutant leur touche personnelle. D'ailleurs, celle-ci se cantonne quasiment qu'à nous faire découvrir de très beaux poissons ou des organismes marins très sensibles et dissimulés à l'intérieur du récif, dont seuls les yeux experts et habitués de nos guides les ont repérés lors de leur promenade quotidienne avec les groupes de touristes. Ce type d'interaction et d'échange renforce les liens que nous pouvons avoir avec nos guides, car ceux-ci, en vous montrant des organismes marins que vous n'auriez absolument pas vus si vous étiez tout seul, peuvent totalement vous faire changer votre perception du site en loupant la majeure partie des centres d'intérêt, à part si vous êtes vous-même un expert en vie marine tropicale, doublé d'un très grand chanceux pour avoir trouvé toutes les cachettes des habitants du récif ici. Alors concernant notre guide, lors de cette plongée, eh bien nous n'avons pas eu la chance d'avoir une interaction aussi riche, car celui-ci, semble-t-il, était aussi fatigué que nous, car concernant ces initiatives de partage, elles ne se cantonneront uniquement qu'à somnoler et rêvasser en nous surveillant d'un œil lors de nos prises de vue. La visite de la partie épave se termine, et il aura été très difficile de réussir à identifier quelques parties reconnaissables du navire. À part ce magnifique cabestan, encore pourvu de sa chaîne de mouillage entortillée autour de son axe. Nous pouvons désormais aller observer les poissons clowns. Le poisson clown à deux bandes est quasiment le seul de son espèce à être présent en mer Rouge. Il vit dans la colonne d'eau comprise entre la surface et environ une trentaine de mètres maximum. Sa niche écologique privilégiée reste le lagon corallien. D'une taille modeste mais respectable d'environ une quinzaine de centimètres, il vit en symbiose avec environ 5 anémones de types différents. Il ne s'éloigne jamais bien loin de son hôte avec laquelle il tisse une relation mutualiste, chacun apportant son aide à l'autre. Le poisson clown défend avec une très grande férocité son anémone et celle-ci en retour le protège des prédateurs avec ses tentacules venimeuses. Par contre, en ce qui le concerne, lui, il en est totalement immunisé. C'est ainsi qu'il peut s'y protéger en s'y blottissant de cette façon. Pour son alimentation, l'anémone lui laisse gracieusement picorer le reste de ses repas.
mais aussi elle s'est donnée de sa personne en lui offrant d'anciennes tentacules en passe de mourir pour son plus grand appétit. La reproduction de cette espèce est très intéressante et surtout très atypique. C'est ce qu'on appelle un hermaphrodite protandre. C'est-à-dire qu'une anémone héberge un couple ou une colonie d'une quinzaine d'individus étant tous de jeunes mâles immatures. Ainsi donc, le couple se repère en fait principalement par la férocité du mâle dominant qui est un petit peu plus petit que la femelle qui quant à elle est le poisson qui va atteindre la taille respectable de 15 cm. Cette colonie hermaphrodite n'est donc constituée que de mâles dont le plus agressif étant le mâle dominant et une unique femelle de grande taille. Si celle-ci venait à décéder, ce serait le mâle dominant qui passerait ainsi femelle et l'un des mâles immatures les plus agressifs deviendrait quant à lui le mâle dominant. Sur les images, vous pouvez remarquer la présence d'un petit poisson sombre. Il ne s'agit pas ici de la famille des poissons clowns, ce sont plutôt des demoiselles à 3 points. C'est une espèce bien différente, mais elle partage néanmoins une vie symbiotique, tout comme les poissons clowns, dans des anémones ou des oursins diadèmes, mais également dans des branches de corail branchues. Quoi qu'il en soit, cela ne concerne que l'hébergement des plus jeunes de cette espèce. Quel que soit l'habitat retenu par la demoiselle, cela ne concerne que la période de sa vie de juvénile. Passé à l'âge adulte, la demoiselle change totalement de mode de vie. Tout autant que le poisson clown à 2 bandes, la demoiselle à 3 points peut également atteindre une taille d'une quinzaine de centimètres. Sa répartition dans la colonne d'eau lui donne une marge d'évolution entre la surface et une cinquantaine de mètres de profondeur. Notre guide nous fait signe de le rejoindre afin de se diriger tout doucement vers la surface dans le but de retrouver notre bateau. Au cours de ma remontée vers la surface, dans le secteur épave que je pensais avoir exploré méticuleusement, se détache devant moi une forme totalement artificielle appartenant à coup sûr à cette épave. Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Il me semble distinguer des pistons sur ce moteur de grande taille. Celui-ci appartient forcément au navire. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une chaudière si celui-ci est bien un navire à vapeur tel qu'il nous l'avait été décrit avant la plongée. Quoi qu'il en soit, c'est un élément très reconnaissable avec son corps de chauffe cylindrique si spécifique. En tout cas, je ne l'ai pas croisé de toute la plongée. Et le but initial de celle-ci n'était pas forcément une plongée d'identification ni d'archéologie. Ainsi, le mystère restera entier. En tout cas, ce moteur, en complément des 3 mâts que j'ai repérés précédemment dans le corail, laisse suggérer que ce navire était à propulsion mixte. Et cela est très important dans le cadre d'une future tentative d'identification, car cela nous permettra de confronter ce détail technique avec les archives maritimes de type celle de la Lloyd's. Ainsi, entre la propulsion, le type de navire et l'année de naufrage, on a à peu près une fourchette de navires potentiels ayant été victimes d'un naufrage dans ce secteur. Allez, fin de cette deuxième plongée de la matinée et également de ce début d'enquête très intéressante. Nous allons retrouver d'ici quelques minutes la surface et notre bateau.
Un dernier détail très coloré a attiré mon regard avant de remonter sur le bateau. Il s'agit ici d'un magnifique bénitier arborant des couleurs très chatoyantes. Cette fois-ci sera définitivement la fin de cette deuxième plongée de la matinée.